Ouf. Pardon. Merci. Merci vraiment, je suis très enthousiaste. Franchement, tu m'as ouvert un domaine de réflexion qui m'était vraiment inaccessible, mais vraiment inaccessible. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup. Heureusement qu'on t'a enregistré, parce que je ne sais pas les autres, mais je reste persuadée qu'il faut y revenir. Vous êtes d'accord? Il nous en a tellement dit. Vraiment, c'est un texte à mettre au travail. Vraiment, hein, les gens du séminaire, là. Hein, voilà, donc, merci beaucoup. En plus, je savais que je jouissais à l'opéra, mais je ne savais pas pourquoi. Est-ce que je vais jouir plus ou moins? Ça, c'est pas sûr. Parce que de savoir pourquoi, hein, je vais pas... Ça change rien. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, je vais laisser les questions à la salle. Alain veut poser la question de son tissu, je suppose. Non. Mais comme ça. Non, le schmattès s'est dépassé. Le schmattès, c'est tissu en yiddish. Non, pour ce que vous faites valoir d'articulation entre voix et regard, il y a immanquablement tout le travail, et surtout d'Armand Bécassis, sur ce fameux passage, je crois que la Bible, hein. Ouais. Il vire les voix, et il vire les voix. Et ça va rappeler à Edmond de bons souvenirs d'il y a quelques années, on travaillait ça avec Moïse Benadiba et d'autres, sur il vire les voix. Bon, moi, c'est difficile d'en retenir quelque chose, hein. Peut-être vous l'avez lu et vous en commenteriez aussi quelque chose. C'est que ce que développe Armand Bécassis, c'est que les voix, c'est la loi, telle que l'entend Moïse, hein. Et quand il redescend avec les paroles, les 10 paroles, le peuple rassemblé voit les voix. Et c'est en visualisant les voix qu'il intègre, je pourrais dire les reliefs de la loi, quoi, hein, des 10 paroles, quoi. Voilà. Et puis, il y a très, très vite une autre question comme ça. C'est quand vous dites donner de la voix, c'est faire fléchir le regard. Mais à l'inverse, il y aurait l'exemple d'un regard qui laisse bouche bée. Et bon, ça peut renvoyer au syndrome de Stendhal, la visualisation d'œuvres artistiques, quoi, hein. Ce qui reste bouche bée, ce qui laisse bouche bée. Mais c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que le regard qui laisse bouche bée, c'est effectivement l'orateur qui, face à ces regards qui se posent sur lui, tout d'un coup ne peut plus donner la voix. C'est-à-dire que, imaginons que tout d'un coup vous mettiez à me regarder fixement, hein, il y a forte chance que je commence à me sentir un peu mal à l'aise. Parce qu'effectivement, ce qui va distinguer le regard de la vision, c'est que la vision, elle est saccadée. Moi, j'ai des collègues à l'université qui sont des collègues cognitivistes qui travaillent sur un appareil qui s'appelle l'oculomètre. Je fais toujours très attention quand je prononce le terme. Mais donc, en fait, c'est un appareil qui mesure les mouvements de l'œil lorsqu'en fait on regarde une image ou lorsqu'on lit un texte, par exemple. Bon. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la vision est saccadée. On ne regarde pas de façon linéaire une image ou un texte, mais on va prélever de façon saccadée des éléments. Bon. Ça, c'est la vision. Donc, lorsque vous me regardez, effectivement, je vois que vous êtes en mode vision. Voilà. Mais tout d'un coup, si on est confronté à un regard fixe et continu, eh bien, la sensation d'inquiétude étrangeté apparaît. C'est le regard de l'aveugle. C'est-à-dire que ce qui est toujours très, très dérangeant chez l'aveugle, c'est qu'il nous regarde sans nous voir. Il nous regarde sans nous voir. Parce que cette dimension du saccadé n'apparaît pas. Donc, effectivement, on pourrait dire que ce regard qui va faire taire la voix, c'est un regard qui, à un moment, vient occuper la place du surmoi. Pour le dire de façon un peu rapide, mais vous aurez compris de quoi il s'agit. Alain Dieveil, dans Les Trois Temps de la loi, reprend une blague très connue du monde des psychiatres et des psychanalystes, l'histoire
la poule et du fou, hein, vous savez, donc le fou qui se prend pour un grain de blé, et puis le psychiatre qui dit mais non, vous n'êtes pas un grain de blé, vous n'êtes pas un grain de blé, et enfin il se laisse convaincre, il sort et il dit qu'il n'est pas un grain de blé, et puis il rencontre une poule. Et il court, il tape, il tambourine à la porte de la psychiatrie, laisse-moi rentrer. Et le psychiatre il dit qu'est-ce qui vous arrive? Il dit j'ai rencontré une poule, ben, vous savez très bien que vous n'êtes pas un grain de blé. Et il dit oui, moi je le sais, mais elle, est-ce qu'elle le sait? Bon. Et ça, effectivement, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que qu'est-ce qui fonctionne là, dans le regard de la poule? Ben, c'est-à-dire qu'elle regarde, hein, elle le regarde et elle le regarde en silence. Si la poule avait parlé, et si elle avait dit quel joli grain de blé je vois là, il aurait pu dire mais je ne suis pas un grain de blé, madame, vous vous trompez, hein, je ne suis pas celui que vous croyez. Eh bien non, c'est bien parce que c'est un regard silencieux qu'il reste, comme vous dites, bouche bée. C'est ce regard effectivement sur Moïse qui ne voit en lui que le déchet du grain de blé qu'il est, et que nous sommes toujours, puisqu'il y a toujours effectivement une partie du sujet qui reste incréée. Sur la question de voir les voix, c'est une question qui est extrêmement difficile, et donc je ne vais pas répondre maintenant parce que nous avons 5 minutes, mais j'ai beaucoup travaillé cette question de la loi et de la voix, parce que je me suis intéressé à cette question, pourquoi faut-il vocaliser la loi pour qu'elle soit efficace? Voilà. Ça renvoie à un travail d'Abbé Cassis, mais je ne sais plus laquelle. Mais cette question de la vocalisation de la loi, elle est importante, mais il faudrait montrer effectivement pourquoi il faut que la loi soit soutenue par un enjeu de jouissance pour qu'elle fonctionne. Mais ça, non mais très vite sur la voix du Père qu'elle développe, elle dit que la voix de Moïse est la voix du Père de Moïse est très importante. Ou la voix de Moïse est très importante pour transmettre quelque chose de la loi aux gens. Elle fait un travail extraordinaire. La voix du Père, je l'ai vu, oui. Ouais. Bon, okay. D'autres questions peut-être? Oui, bonjour, merci beaucoup. Et il m'est venu 2 réflexions. La première, c'était par rapport au reste de l'analyse du petit Hans, les points de butée de l'analyse, et je me disais, est-ce que de toute façon, si ça s'était fait dans des bonnes conditions, ça aurait été analysable avec la question de, on touche là aux symptômes du sujet, et peut-être que la création, c'est une sublimation du symptôme. Mais je pense qu'il y a toujours des endroits qui sont inanalysables. Voilà. Donc ça c'est... et on voit bien, hein, c'est tout à fait intéressant dans le récit que fait Freud du cas. Il donne de nombreuses interprétations, et du Charivari, il essaie de l'associer, voilà. Mais c'est pas le problème. Ouais, on tourne autour. Voilà, on tourne autour, et c'est sans doute ça qui nous permet de nous intéresser à cette question de la création. Moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les dispositifs médiatisés avec les patients, c'est-à-dire que bon, à l'université, c'est mon axe de recherche, c'est-à-dire que pourquoi effectivement certaines pratiques artistiques permettent d'instaurer un nouveau type de rapport au réel, là où ce rapport au réel est hallucinatoire ou particulièrement angoissé. Donc je crois qu'on est sur des registres totalement différents, mais que ce registre de la création permet d'articuler un certain nombre de choses, et la thèse de Lacan sur l'élévation de l'objet à la dignité de la chose est extrêmement, à mon sens, intéressant. Et on peut compléter ça effectivement avec ce que vous esquissiez tout à l'heure autour de la question du symptôme. Voilà. Il y a ce point de butée, c'est ce qui va différencier, je pense, l'approche lacanienne de l'approche de nos collègues lyonnais. Ce que j'appelle les collègues lyonnais, c'est les post-freudiens. Hein, vous savez, pour des gens aussi intéressants que René Roussillon, peut-être que vous ne connaissez pas René Roussillon, mais bon, voilà, c'est un collègue de l'université de Lyon qui lui a été président de l'internationale association psychanalytique, donc un type reconnu mondialement. Hein. Mais pour lui, il n'y a que de l'irreprésenté. Donc, cette irreprésentée, il faut donner aux patients les conditions qui permettraient d'accéder à la représentation.
Mais pour les lacaniens, on n'en est pas là. Il y a de l'irreprésenté et de l'irreprésentable. C'est-à-dire que cet irreprésenté, effectivement, avec le retour du reflet, enfin tout ça, vous connaissez bien, mais la question c'est qu'il y a une butée au pouvoir de la représentation, c'est ce que Lacan articule à partir du nuage borroméen, lorsqu'il dit que tout du réel ne peut être pris en charge par le symbolique. Donc effectivement, il y a une partie du réel qui échappe à cette symbolisation, et ça, c'est le point de rupture avec mes collègues lyonnais. Et il y a l'autre réflexion que je me suis faite en vous écoutant, c'est que donc ce metteur en scène a à la fois affaire avec un réel, mais il a affaire avec la culture. Et je me disais que la question de... Enfin, ce que vous expliquiez comme... en fait, c'est un passeur de l'effet que lui fait la culture. Et en fait, ce qui est mobilisé par la culture, c'est un réel, et il rend compte des effets de modification sur ce réel. Je l'ai compris comme ça. Oui, on pourrait dire comme ça. C'est-à-dire que, en gros, l'hypothèse freudienne dans Malaise dans la culture, c'est quoi? La culture, elle vient là pour nous protéger du retour à l'état préhumain. Mais, nous dit-il, ça a des effets un peu problématiques, voilà, qui créent le malaise indépassable, etc. D'ailleurs, Freud a dans ce texte-là une hypothèse concernant la création, qui est une hypothèse qui me paraît un peu pessimiste. C'est-à-dire que pour lui, il dit que l'art, ça provoque un léger état de narcose. Voilà. Donc il compare... alors sans doute que ça a cet effet pacifiant, cet effet de narcose, mais j'aime aussi de loin la position lacanienne qui nous dit que l'art, ça réveille. Voilà. Et qu'effectivement, il y a une dimension effractive dans l'art, et c'est sans doute deux positions qui ne sont pas antithétiques, mais qui abordent cette question de façon différente. Donc oui, la culture, au sens large du terme, et l'objet culturel, l'objet création, c'est quelque chose, pour Lacan, qui vient nous poindre, nous affecter, au sens fort du terme. Et donc, on pourrait dire que l'artiste, ou dans le cas le metteur en scène, c'est celui qui se laisse affecter et qui est capable de rendre compte de la façon dont il a été affecté et de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc effectivement, c'est un passeur de réel et des effets du réel sur soi. J'aurais une question à vous poser par rapport... Pardon? Là, comme ça va. Par rapport à... Vous avez parlé de sublimation tout à l'heure. Et je me demandais si... bon, vous avez insisté sur le fait que Hans, petit devenu grand, n'a pu devenir metteur en scène qu'après une analyse. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Non, mais, enfin, ce n'est qu'après ce passage-là qu'il s'est passé quelque chose pour lui. Oui, mais j'en fais pas une conséquence. Ah, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'en fait, je me demandais, la question qui me travaille depuis très longtemps, c'est est-ce que tout acte, toute création relève d'une sublimation? Et c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre d'une sublimation comme un destin de la pulsion, comme Freud vous l'a indiqué, et quelque chose d'autre je ne sais pas, ce qui relèverait ou d'une autre forme d'une sublimation qui serait de l'ordre d'un, comme vous l'avez dit, de quelque chose qui passe le réel. Mais alors... Il me semble qu'il y a deux choses un peu différentes. Oui, mais c'est-à-dire que là, on est dans des champs théoriques différents, c'est pour ça. C'est-à-dire que, comme je vous le rappelais tout à l'heure, pour Freud, la création, qui est pour lui une forme de sublimation, la création, elle s'effectue toujours, et c'est une thèse qu'il aborde très tôt, dès 1907, il ne va pas changer, toujours à partir d'un fantasme. C'est-à-dire qu'il va nous dire, si nous sommes reconnaissants à l'artiste,
c'est qu'il nous permet de jouir de nos fantasmes sans honte. C'est quelque chose de très précis. En gros, l'artiste, c'est celui qui est en contact avec les fantasmes inconscients, qui les met en forme et qui les rend transmissibles aux autres, et qui permet comme ça d'en jouir sans qu'on en ait à en avoir honte. Donc pour Freud, la sublimation, elle prend sa source, en tout cas elle s'appuie sur quelque chose qui est le fantasme. Pour Lacan, on est dans un processus qui est très différent. Si vous vous souvenez de ce que dit Lacan dans le séminaire 7, il a une vision très critique de l'approche freudienne de la sublimation. Il s'en moque un peu, comme il sait si bien le faire, lorsque il dit bon voilà, la pulsion était sexuelle, maintenant elle est désexualisée. Et puis il termine, et c'est pour ça que votre fille est malade, et muette. Donc vous vous souvenez, cette formule, c'est extrait d'une pièce de Molière. Donc il nous dit, Lacan, en utilisant cette formule de Molière, que Freud n'explique absolument rien à partir de sa conception de la sublimation. Et c'est à ce moment-là qu'il va chercher une autre source qui est kleinienne, puisqu'il dit peut-être qu'il y a un élément de vérité plus intéressant dans l'idée de la réparation telle que Klein la développe. Cette question de la réparation, vous savez, Mélanie Klein l'a développée à partir de cette histoire plus ou moins romancée d'une peintre qui était la belle-sœur d'un peintre très connu dans les pays nordiques, je ne sais plus, en Norvège, je crois. Et donc un jour, le beau-frère vient prendre une toile qu'il a vendue, et la personne se trouve confrontée comme ça à ce vide sur le mur, et elle dit que ça rentre en résonance avec un vide intérieur insupportable. Et donc elle se met à peindre, et le beau-frère trouve que c'est absolument génial, que c'est superbe, etc. Et l'idée quand même, c'est que la première peinture qu'elle fait, c'est un portrait de sa mère. Donc bien sûr, ça fait les choux gras de Mélanie Klein, c'est la réparation du corps de la mère, voilà. Bon, mais Lacan dit, ok, c'est pas idiot cette histoire-là, mais le problème c'est que Mélanie Klein, elle vient boucher la question qui est du corps de la mère. À partir du corps de la mère, elle vient boucher la question de cet objet primordial perdu que Freud avait repéré dès 1895 dans son texte sur l'esquisse d'une psychologie scientifique, 97, sous le nom de chose, d'Asdin. Ce qui justement ne rentre pas dans le processus de représentation, ce qui reste à jamais hors représentation. Et c'est là que Lacan dit, en gros, la sublimation, et là on est sur un autre registre qui n'a rien à voir avec la sublimation telle que Freud l'approche. Il dit la sublimation, c'est tenter de venir cerner ce réel qu'est la chose. Voilà. La réalité se structure autour de la chose, et la création, la sublimation, ce serait une tentative de venir lui donner une forme. Et c'est pour ça qu'il va aller emprunter à Heidegger l'image de la poterie, du pot. Il dit le vase, effectivement, c'est ce qui vient donner une forme au vide. Voilà. En gros, quoi qu'on mette dans le vase, ce qui est important, c'est le vide qu'il en sert. Voilà. Donc pour lui, la sublimation, vous voyez, c'est plus du tout quelque chose qui relève de la mise en forme d'un fantasme, mais c'est quelque chose qui relève de quelque chose qui est impensable et irreprésentable. C'est pour ça que moi je m'inscris plutôt dans l'approche de Lacan, c'est-à-dire que ces éléments qui sont restés impensables, irreprésentables, qui seraient la voix et le regard dans la cure telle qu'elle a été menée par Max Graf et Freud, par rapport au petit Hans, ce sont ces points de butée, ces points d'impensé qui seraient repris
et mis, accommodé pour en faire quelque chose. Voilà. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Oui, j'ai une autre question par rapport à l'acte créateur. Merci. L'acte créateur et l'acte analytique. En fait, je me suis toujours demandé, et me demande encore, s'il y a un lien, c'est pas le mot, mais en tout cas, s'il y a quelque chose, qu'est-ce qui opère, voilà, qu'est-ce qui opère du côté de l'acte créateur et du côté de l'acte analytique. Et bon, on sait que c'est le désir d'analyste et qui entraîne plutôt une création. Lacan nous disait, en fait, je ne sais pas formuler ma question. Voilà, je me pose la question de l'acte analytique et de l'acte créateur. Ben moi, je pense que c'est dangereux de penser qu'ils puissent être en contact. Alors, pour avoir tenté très modestement d'occuper les deux places, c'est-à-dire que j'ai eu la responsabilité à un moment de mettre en scène des opéras. Donc je l'ai fait, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai éprouvé beaucoup de plaisir. Et pour occuper parallèlement, et jusqu'à aujourd'hui, la position d'analyste, je crois que ça n'a rien à voir. Voilà. C'est-à-dire que dans la position, comment vous dire, quand on crée quelque chose, il y a un pouvoir, malgré tout, qu'on a sur l'œuvre. C'est-à-dire que quand on est metteur en scène, à un moment, on impose une vision. Voilà. On impose une vision, c'est-à-dire que, bon, moi je disais aux chanteurs qui travaillaient avec moi, ben, voilà, moi, Don Giovanni, voilà ce que je voudrais, et puis donc, j'essaye de les embarquer dans ma vision, j'essaye de rendre ma proposition suffisamment intéressante pour qu'ils se sentent concernés par ça. Mais on est là quand même du côté d'une demande, d'une suggestion, on est dans une direction. C'est l'antithèse de la psychanalyse. C'est-à-dire que, je veux dire, à aucun moment je n'ai la prétention de donner ma vision de ce qui serait bon ou ce qui serait au patient. Je crois qu'un artiste, c'est quand même quelqu'un qui a une vision et qui nous l'impose à un moment, et c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'il nous fait entendre quand il est musicien ce qu'on n'entendait pas jusqu'à présent, il nous fait voir quand il est peintre qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, et il nous rappelle que le corps n'est pas qu'un cadavre quand il est danseur, par exemple. Voilà. Alors que nous éprouvons de façon douloureuse les limites de notre corps. Quand nous allons voir un ballet, nous voyons que le corps est aussi un corps qui peut s'ériger. Donc voilà, l'art de la psychanalyse, comme vous pouvez parler de l'art médical jusqu'au XIXe siècle, oui, pourquoi pas, mais voilà, je crois qu'il y a peu de rapport entre les deux. Pardon, ce que je voulais dire, sans savoir que je voulais le dire, c'est l'artiste, me semble-t-il, fait entendre quelque chose du côté quand même de l'inouï ou de l'invisible. C'est pas qu'une vision, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait voir? Il ne sait pas ce qu'il fait voir. Enfin, ça dépend. Après, tout dépend de quel artiste on parle, ou de la production. Mais il me semble malgré tout qu'un artiste, il est traversé par quelque chose du réel qui prend forme d'une certaine façon, mais dans l'acte même de poser la peinture ou de chanter, il y a quelque chose de l'inouï, de l'invisible, et pas quelque chose du côté d'une vision qui cherche à imposer. Non, je suis d'accord avec vous, mais je crois que c'est présomptueux de penser que le psychanalyste serait un artiste. Ah, mais j'ai pas dit ça. Non, voilà. Non, mais voilà ma position, de façon un peu brutale. Voilà. Donc, effectivement,
le psychanalyste a à voir effectivement avec cette question du réel, de façon parfois violente dans les cures qu'il mène. Mais la réponse que le psychanalyste et la réponse que l'artiste vont donner à cette rencontre avec le réel, à mon sens, sont très, très différentes. C'est-à-dire que l'analyste, il ne pointe pas l'inouï et l'inaudible ou l'immatériel, il essaye de faire advenir chez l'autre l'inouï, l'inaudible. Ben, il essaye de faire en sorte que l'autre puisse faire avec cette dimension. Voilà. C'est-à-dire que le travail psychique vise à la suture. Hein, je veux dire, si on pense, justement, si on met en place un appareil psychique, et ça c'est la thèse de Freud, il dit dès l'esquisse d'une psychologie scientifique, la réponse à la violence du réel, nous dit-il, c'est l'hallucination. C'est génial ça, c'est quand même incroyable. La première réponse à la violence du réel, c'est l'hallucination. C'est-à-dire c'est la négation du réel. L'hallucination, c'est ce qui vise effectivement à nier qu'il y a du réel. C'est pour ça que Freud nous dit que la haine est antérieure à l'amour. C'est-à-dire que la haine est première parce que nous haïssons d'avoir à être confrontés à ce réel qui nous confronte à notre manque à être, à la difficulté, au fait que nous ne sommes pas autosuffisants, etc., etc. Donc c'est vrai que le travail de l'analyse, ça sera effectivement de faire en sorte que le patient, je parle des névrosés là, essentiellement bien sûr, mais le patient qui vient en faisant ce travail de suture quotidien et combien coûteux pour ne pas être envahi, confronté, angoissé, etc., etc., eh bien, je veux dire, c'est réinstaurer un rapport réel qui soit un rapport d'ouverture, c'est-à-dire d'accueil, voilà, sans que on ait besoin. Alors bon, le réel, parfois on ne peut pas l'accueillir, hein, quand il y a une bombe qui nous saute à côté, voilà, ça, il n'y a pas de... Mais il y a aussi d'autres formes qui sont, elles, qu'on peut accueillir. Bonjour, merci beaucoup pour cette magnifique présentation passionnante sur l'opéra et sur la psychanalyse. Et ça m'a fait penser, en vous écoutant, vous disiez que Lacan avait intriqué certaines pulsions entre elles, il l'avait conceptualisé. Et vous disiez qu'il n'a pas fait pour la voix et le regard, ce qui se passe donc dans l'opéra que vous nous avez... Non, je ne disais pas pour la voix et le regard, je disais pour la pulsion orale et la pulsion évocante. Oui, enfin, oui, voilà, effectivement. Et ce que ça m'a évoqué, c'est ce qui se passe aussi pour le tout jeune enfant, et que Marie-Christine Nasnik a très bien décrit, cette intrication justement de ce qui peut être du côté de la pulsion invocante et de la pulsion orale, hein, et de comment se met en place le symbolique pour un tout jeune enfant, où l'enfant vient manger les mots de la mère, hein, et donc il y a une intrication entre la pulsion invocante et la pulsion orale et le regard aussi, puisque c'est en regardant l'enfant aussi que va se construire son image. Tout le circuit pulsionnel va pouvoir se mettre en place également par cette intrication-là de la voix et du regard. Et peut-être que l'opéra, il y a quelque chose qui a trait à ça, à ce qui se passe pour le tout jeune enfant quand la voix et le regard viennent lui permettre de construire son circuit pulsionnel et puis aussi d'accéder au symbolique. Oui, je trouve le travail de Marie-Christine Nasnik vraiment passionnant sur la prosodie. Ouais, sur tout ça. Alors, je suis un peu moins fan sur la question de la prosodie, même si je pense que c'est juste, mais j'ai une lecture un tout petit peu différente, c'est-à-dire que je pense que qu'est-ce qui fait qu'on accepte de s'aliéner à la parole, la plupart d'entre nous, hein, et il y a certains qui ne le font pas. Ça c'est une question qui m'a longtemps taraudé. Comment ça se fait que nous acceptons de nous aliéner au langage? Mais moi je crois qu'on se fait avoir en fait. On le fait sur un malentendu. C'est-à-dire que... Voilà. Ou trop entendu, peut-être. Non, un vrai malentendu, vous allez comprendre. C'est-à-dire que
les expériences de psychologie du développement chez le bébé montrent que le bébé reconnaît très tôt, dès les premières heures, le timbre maternel. Le timbre maternel. Alors, mais ça, c'est important de définir à ce moment-là ce que c'est que le timbre de la voix. Parce que le timbre de la voix, ce n'est pas la prosodie. Le timbre de la voix, la question du timbre en musique, c'est ce qui est le plus difficile à déterminer. Parce que, par exemple, la puissance, on va la déterminer en décibels. Hein, voilà. C'est un son qui fait tant de décibels. La hauteur d'un son, on va le mesurer en hertz, hein, donc tant de hertz. Hein. La longueur d'un son, on va le mesurer en secondes. Et le timbre, on ne peut pas le mesurer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité de mesure de timbre. Et si je vous demande de décrire un timbre, vous allez me dire, ah bah c'est ça, puis il y a toutes les images qui vont apparaître, type c'est un timbre rugueux, c'est un timbre doux, c'est un timbre acidulé, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ce serait le tissu de la voix? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. C'est pour moi le réel de la voix. C'est-à-dire que c'est ce qui justement échappe au pouvoir de symbolisation. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le définir. Et c'est sur ce réel de la voix que l'enfant va s'accrocher. C'est-à-dire que le timbre, les musiciens le définissent de la façon suivante. C'est ce qui différencie une note qui est jouée à la même force, à la même hauteur et sur la même durée. Voilà. Ben, c'est ça qui est le timbre. Vous voyez, c'est un peu comme les théologiens du Moyen-Âge qui définissaient Dieu par négatif. Hein, voilà. Là, on définit le timbre par négatif. Donc, pour autant, c'est là-dessus que le petit enfant va s'orienter et va s'orienter. Donc, le réel de la voix. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'en même temps, ce réel de la voix, ce timbre maternel qui va servir d'orientation, de tropisme à l'enfant, et ben ce timbre maternel, il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il charrie aussi une parole. Et en fait, l'image que je donne souvent à mes étudiants, c'est que pour moi, le timbre, c'est le petit appât qu'on met sur l'hameçon. C'est-à-dire que, vous savez, les pêcheurs à Marseille, ils connaissent ça. Hein. Donc, on met un petit appât sur un hameçon, et le poisson, il vient manger l'appât, et puis il est attrapé par l'hameçon. Mais on pourrait dire que pour l'enfant, c'est la même chose. Il avale l'appât du timbre, et souvenez-vous que Lacan, il dit qu'une voix, ça s'incorpore. C'est intéressant, hein. Et une voix, ça s'incorpore, il dit. Bon, ben, justement ça, pour moi, l'image est très juste. C'est-à-dire qu'il incorpore le timbre maternel, et gloups, il se trouve attrapé par l'hameçon de la parole. Et il est fou. Donc, c'est ça que j'appelle le malentendu. Donc, mais nous aussi, on est un peu attrapés à l'opéra. Oui, mais on vient travailler ces questions-là à l'opéra. Mais et c'est vrai que il y a des petits poissons qui sont malins, et les pêcheurs les connaissent aussi à Marseille. C'est les petits poissons qui viennent sussauter l'appât sans mordre à l'hameçon. Ça, c'est les petits malins. Et bien, on pourrait dire que l'enfant autiste, c'est le petit malin qui vient continuer à vouloir jouir de la voix pour ne pas avoir à s'en séparer en s'aliénant au langage. Ça, c'est une thèse que je suis en train de travailler sur cette question du rapport de l'autiste à la voix. Mais je pense qu'effectivement, il y a une jouissance de la voix qui continue chez l'autiste, avec ce refus, effectivement, de s'aliéner au langage. Et je travaille actuellement avec une jeune thésarde qui fait un travail passionnant sur un petit robot. C'est un petit robot qui est à l'origine pensé par des cognitivistes. Mais bon, on peut toujours pervertir le travail des cognitivistes. C'est-à-dire que le but, c'est un petit robot, vous savez, qui vise à apprendre des exercices, qui s'appelle Nao. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont travaillé avec parmi vous.
C'est un petit robot donc humanoïde. Et donc, il pose des petites questions à l'enfant, et puis par exemple, il raconte des petites histoires, et il demande à l'enfant quel sentiment le personnage peut éprouver. Bon, vous voyez, c'est pour l'éduquer à exprimer des sentiments, enfin à s'identifier, tout ça. Bon. Et puis, bon, il y avait un peu d'argent qui était pour valider le travail. Et donc, comme il y a une bourse qui était tombée, j'ai dit à une étudiante, bon, c'est pas très intéressant, mais il y a de l'argent pour votre thèse, donc vous pouvez peut-être essayer de voir ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, elle commence, et puis elle me dit, oh, c'est terrible, je peux pas faire ça, ça m'intéresse pas. Jusqu'au moment où on s'est aperçu d'une chose tout à fait particulière, c'est que les petits enfants autistes, pour ceux qui ont une pratique avec les enfants autistes, vous le savez, à qui on s'adresse directement, la plupart du temps refuse, détourne le visage, s'éloigne ou manifeste un désagrément très fort. Donc elle avait suivi un certain nombre de petits enfants qui étaient autistes et donc avec qui elle ne pouvait pas interagir directement. Et puis un jour, je ne sais pas comment elle lui vient cette idée, elle tape une phrase sur le clavier, parce qu'on pouvait faire parler aussi le robot, c'est-à-dire qu'il y a un clavier et on peut taper des énoncés, et le robot à ce moment-là prononce la phrase. Et puis elle se met à poser une question à l'enfant en tapant sur le clavier, et l'enfant répond au robot. Et s'élabore à ce moment-là une espèce de dialogue entre l'enfant et le robot. L'enfant ayant tout à fait repéré que c'était mon étudiante qui posait la question. Mais bien sûr, alors bon, je ne vais pas développer ça parce que ce serait beaucoup trop long, il est déjà 13h30, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cet enfant, je parle d'un enfant parce que c'est sur lui qu'on a travaillé plus particulièrement, mais cet enfant qui refusait la présence de la voix humaine, avec cette dimension effectivement d'adresse, cette dimension de subjectivité que cela impose, lorsque c'était une voix machinique, donc une voix sans sujet, une voix hors corps et sans sujet, pouvait interagir avec nous. Donc ça implique pour ça des incidences métapsychologiques et cliniques, à mon sens, énormes. Donc, mais bon, je vous en parlerai une autre fois. Mais il y a eu des expériences de mener avec des enfants autistes aussi qui chantent l'opéra justement, et pendant qu'ils chantent, c'est extraordinaire. Tout d'un coup, on a le sentiment vraiment qu'ils sont là, qu'il y a du sujet. Justement, je crois que c'est Marie-Christine Lasny qui nous avait montré un film d'une expérience d'une dame qui faisait chanter l'opéra à des enfants autistes d'un certain âge, d'ailleurs des adolescents pour la plupart, et c'était absolument impressionnant la différence au moment, pendant le chant et puis en dehors du chant. En tout cas, merci. Merci. Tu as écrit un article magnifique aussi, qui est paru dans, je l'ai cité souvent dans le séminaire, écoute, bébé, oh bébé, écoute. Ouais, voilà. c'est dans l'ouvrage avec Marie-Christine, justement. Ouais. Voilà, et tu parles de ça, et j'en ai souvent parlé dans le séminaire. Ouais. J'ai souvent fait référence, donc merci. Encore merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Savoir si le père de Hans, qui allait donc au soirée du mercredi, lui-même, il semblerait qu'il ait fait une analyse ou pas? Non. Non. Il n'a pas fait d'analyse. En tout cas, il n'en parle pas, et je pense que si ça avait été le cas, il l'aurait dit, et aucune des archives que j'ai pu consulter ne fait... non. Mais c'était un type... Ouais. C'était un type très drôle et très intéressant. À mon avis, Lacan en a fait un portrait qui est pas très juste. C'est-à-dire qu'il montre le père du petit Hans comme quelqu'un qui ne serait pas suffisamment présent au niveau... Bon, alors que Herbert le décrit comme un coureur de jupons, un type qui partait aller voir les matchs de foot avec un bouquin de Kant sous le bras, très désirant, voilà, très désirant. Alors peut-être pas forcément avec sa femme, mais visiblement, c'était pas un problème, voilà.
Plus de questions, bah écoutez, merci beaucoup. Bonne fois. Merci aussi à Elsa de Carmejane. C'est elle qui vous a présenté Jean-Michel. Et rendez-vous, si vous le voulez bien, en septembre. Je le publierai comme j'ai publié cette présentation-là. Voilà, bonnes vacances. Et rendez-vous le 7 mai.